un meurtre chaque... C'était la réalité à laquelle El Salvador était confronté en 2015 lorsque les observateurs l'ont surnommé la capitale mondiale des homicides. Cette année-là, le taux de meurtre du pays était de 103 pour 10 000 habitants, ce qui, à titre de comparaison, était presque 20 fois plus élevé que le taux de meurtre des États-Unis pendant la même période. Même si le taux d'homicide au Salvador a chuté de moitié à 51 en 2018, il demeurait très élevé. C'est aussi haut que le taux actuel de l'Équateur en pleine guerre interne. Voici Nayib Bukele, l'ancien cadre du marketing charismatique qui a remporté les élections présidentielles salvadoriennes de 2019 en se présentant comme un outsider politique et en promettant de mettre fin à deux des défis les plus endémiques du pays, la corruption galopante et la violence des gangs. Après son élection, Bukele a lancé le plan de contrôle territorial, une stratégie par étapes pour affaiblir les gangs en perturbant leur financement, recrutement et réseaux économiques. Le plan et la déclaration ultérieure de l'état d'urgence en 2022 ont entraîné une augmentation spectaculaire des pouvoirs de la police. Cela leur a permis de détenir des suspects sans inculpation jusqu'à 15 jours et d'inonder les zones contrôlées par les gangs de personnel de sécurité, dont des officiers militaires. Bien que controversé en raison de ses violations des droits de l'homme, le plan a sans aucun doute été couronné de succès. En 2022, le nombre d'homicides avait diminué de plus de 977%. Bukele recevait aussi des éloges d'autres nations voisines, confrontées à leur propre vague de criminalité. Mais si l'on avance rapidement jusqu'à aujourd'hui, les observateurs régionaux commencent à tirer la sonnette d'alarme, avertissant que le Salvador est assis sur, non pas une, mais plusieurs bombes à retardement prêtes à exploser à tout moment. Et toutes sont liées à la guerre du président Bukele contre les gangs, un accord avec les gangs. Début mai, El Faro, média numérique d'Amérique centrale, a diffusé la première d'une série d'interviews vidéo de membres de gangs salvadoriens, affirmant que le gouvernement Bukele avait conclu des pactes secrets avec eux. En 3 épisodes, les chefs du grand gang Barrio 18 Revolucionarios ont dressé le portrait d'un président complice de tous les groupes armés du Salvador depuis le début de sa carrière politique. Ils ont déclaré qu'en 2014, le parti de Bukele leur avait versé 250 000 $ pour l'aider à devenir maire de la capitale. Un poste qui a renforcé le profil national de Bukele avant sa victoire à la présidentielle de 2019. Ils ont aussi dit que le pacte avait continué après son élection, avec des failles permettant aux gangs de continuer à extorquer et tuer sans crainte de sanctions. D'autres enquêtes menées par le média indépendant ProPublica ont révélé que Washington soupçonnait Bukele et des membres de son cercle rapproché de détourner des fonds destinés à l'aide au profit des gangs, dans le cadre d'un accord présumé visant à leur fournir de l'argent et du pouvoir en échange de votes et d'une baisse des taux d'homicide. Des agents ont, selon le média, demandé à examiner les comptes bancaires américains de personnalités politiques salvadoriennes, dont Bukele, pour rechercher des indices de blanchiment d'argent liés à un possible détournement de fonds américains. Après l'enquête, un agent a écrit, que nous citerons ici. Les informations obtenues lors de l'enquête ont révélé que les personnes mentionnées dans ce dossier sont fortement impliquées avec MES 13 et blanchissent des fonds provenant d'activités illicites dans lesquelles MS-13 est impliqué. On pense aussi que ces personnes ont financé MS-13 pour soutenir des campagnes et que MS-13 a reçu des fonds politiques. Même le gouvernement salvadorien a trouvé des preuves d'accord entre Bukele et les gangs. Le procureur général Rao Malara a révélé qu'en 2020, l'administration Bukele a négocié dans des prisons de haute sécurité avec les 3 principaux gangs du Salvador, MS, 13 Barrio 18 Révolutionnaires et Barrio 18 Surinos. En échange de leur engagement à maintenir le taux d'homicide national à un niveau historiquement bas, les gangs ont exigé, entre autres, de meilleures conditions de détention et davantage d'opportunités d'emploi pour leurs membres en dehors de la prison. Avant de finir ses enquêtes ou d'arrêter, le procureur général a été évincé par le nouveau Parlement. Là où le gouvernement de Bukele détenait une supermajorité, beaucoup y ont vu une tentative de bloquer l'enquête et de dissimuler l'accord passé entre Bukele et les gangs. Voici la première bombe à retardement de l'Arctic King. Combien de temps durera l'accord entre le gouvernement Bukele et les gangs? Que se passera-t-il quand il s'effondrera? Nous disons lorsque et non si, non pas par pessimisme sur la réussite du gouvernement à instaurer la paix au Salvador. Au contraire, nous souhaitons vivement que le Salvador trouve une paix durable. Nous disons lorsque, parce que les accords entre les gouvernements et les gangs s'effondrent invariablement. Car même s'ils disent le contraire, les gangs défendront toujours leurs intérêts, souvent contraires à ceux du gouvernement. Le Salvador connaît déjà très bien cela.
Nous avons cité dans l'introduction le taux d'homicide de 2015, 103 pour 10 000 habitants. Nous l'avons mis en avant car il a eu lieu juste après la trêve entre le gouvernement et les gangs de 2012 à 2014. Un chef de la police anonyme a déclaré à la Prensa Graphica que les gangs profitaient de la trêve pour stocker des armes et diversifier leurs revenus, renforçant ainsi leur contrôle sur les communautés. La trêve était donc davantage une pause printanière pour des criminels armés qu'une chance pour la paix, où ils se reposaient et se réapprovisionnaient avant de commettre l'une des pires séries de meurtres du pays. Le gouvernement de Bukele a également connu quelque chose de similaire en 2022. Du 25 au 27 mars cette année-là, le MS-13 a commis une série de meurtres causant 87 morts. Un porte-parole a déclaré à El Faro que les meurtres étaient dus au non-respect des promesses du gouvernement. Pour le citer ici, le gouvernement, faisait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. C'est pourquoi il y a eu 80 morts ces jours-là. Ils n'ont pas tenu parole, ils ont procédé à des arrestations qu'ils n'auraient pas dû faire. Ils ont proposé une rencontre pour discuter, mais ont arrêté les gens à la place. MS-13 a vu ces meurtres comme un moyen de faire pression sur le gouvernement pour qu'il libère ceux qu'il avait arrêtés. Pour le reste d'entre nous, cela nous donne une idée de l'ampleur du bain de sang auquel le pays pourrait assister si l'accord échoue. Cependant, il est important de noter ici que la situation aujourd'hui est très différente de celle de 2014. À l'époque, les gangs gardaient en leur structure et les membres subalternes n'étaient pas massivement emprisonnés. Le gouvernement du président Bukele a tout fait pour éviter une répétition des événements passés. Suite au massacre de mars, l'administration a décrété l'état d'urgence, entraînant l'arrestation de 89 000 personnes à ce jour. D'après l'Institut de recherche sur la politique criminelle et la justice de Londres, cela signifie qu'El Salvador a l'un des taux d'incarcération les plus élevés, 1659 prisonniers pour 10 000 habitants. C'est presque 3 fois le taux des États-Unis et plus de 10 fois la moyenne mondiale. Et tout cela nous amène parfaitement au deuxième des bombes, à retardement du roi arctique, la population carcérale. Si vous demandiez au gouvernement salvadorien, presque toutes les 89 000 personnes arrêtées sont des membres de gangs, leurs associés ou fortement soupçonnés d'en faire partie. Selon plusieurs organisations, dont Human Rights Watch, de nombreuses personnes incarcérées l'ont été, car la police, sous pression pour remplir des quotas, fabriquait souvent des preuves pour justifier les arrestations. Le gouvernement a discrètement reconnu ce problème. Au fil des années, les autorités ont libéré plus de 8000 personnes après les avoir détenues pendant des mois sans inculpation. Reconnaissant que des innocents ont été arrêtés, un officiel a déclaré à Human Rights Watch, que nous citons ici. On nous imposait des quotas. Chaque patrouille devait arrêter 3 à 4 personnes par service, sinon retour à la base impossible. Juste pour avoir une pause, les policiers arrêtent n'importe qui. Nos collègues le font parce qu'ils y sont forcés. Nos 3 jours de congé nous étaient retirés comme punition. Nous avions localisé les zones des gangs et commencé des arrestations illégales. Mettons de côté un instant le problème des quotas d'arrestation soviétiques Steinhold. Il y a donc essentiellement 2 groupes de personnes dans les prisons du Salvador. D'un côté, nous avons des membres de gangs endurcis et leurs associés, et de l'autre, nous avons des innocents, parmi lesquels plus de 3000 enfants qui ont été arrêtés. Pour remplir des quotas inutiles, passons au deuxième groupe. Parce qu'en imposant des quotas d'arrestation et en obligeant la police à arrêter des innocents sans que le président le sache, il a peut-être offert aux gangs un outil de recrutement majeur. Les conditions auxquelles sont confrontées les personnes arrêtées sur de fausses accusations sont, en un mot, brutales. Les cellules sont surpeuplées, un directeur de prison a déclaré à la BBC qu'il place 20 personnes dans une cellule prévue pour 10. Pas de ventilation ni d'eau pour se rafraîchir. Les gardiens torturent souvent les prisonniers et les malades ne sont soignés qu'à l'article de la mort. C'est la réalité à laquelle beaucoup de personnes dans les prisons du Salvador sont confrontées en ce moment. Et ces conditions, le plus souvent, créent injustement le genre de situation qui pousse les gens dans les bras des gangs. Alors que certains peuvent chercher à rejoindre un gang pour se protéger ou parce qu'ils ont le sentiment que le système les a abandonnés. Le schéma le plus courant, largement documenté en Équateur, consiste en un recrutement agressif par les gangs utilisant violence et intimidation pour forcer de nouveaux membres. Ils menacent ceux qui résistent, qu'ils cherchent à se protéger, à se venger ou qu'ils soient d'en recruter de force, le résultat était le même. Les détenus se retrouvent pris dans les réseaux de gangs. Ce phénomène ne touche pas que les Amériques. Lors des troubles en Irlande du Nord, le Royaume-Uni a instauré l'internement, arrêtant des centaines de catholiques et nationalistes.
Comme au Salvador, les renseignements utilisés pour procéder aux arrestations étaient souvent défaillants et ont conduit à l'arrestation de personnes qui n'avaient aucun lien avec l'armée républicaine irlandaise ou armée républicaine irlandaise. Eleanor Lee Williams a écrit dans la revue Critical Studies on Terrorism, que nous allons citer. L'internement a aggravé le conflit en fournissant à la Provisional Irish Republican Army plus de recrues et en le faisant passer d'urbain à national. Il est aussi possible que cela arrive au Salvador, en mettant des innocents dans une situation où rejoindre un gang devient leur meilleur espoir de survie. Le gouvernement salvadorien aurait pu créer un système alimentant directement les gangs en recrue. Cela nous mène à une autre vérité que le gouvernement de Bukele semble réticent à affronter. On ne peut pas garder plus de 1% de la population en prison indéfiniment, car cela coûte extrêmement cher. Joseph Addington, rédacteur adjoint à l'American Conservative, affirme que le gouvernement consacre plus de 200 millions de dollars à l'entretien des prisons, soit plus de 3% du budget national. C'est une somme stupéfiante pour un pays où, selon la Banque mondiale, le taux de pauvreté est passé de 268% en 2019 à 303% en 2023. L'administration Trump a récemment versé 6 millions de dollars au Salvador pour accueillir des migrants expulsés. C'est insignifiant face aux dépenses du gouvernement Bukele pour les prisons. Christine Wade, experte du Salvador au Washington College, a déclaré au Time que Bukele a bâti un château de cartes, parce qu'il y a une politique de sécurité incroyablement coûteuse. Ce n'est pas financièrement viable. Le gouvernement peut désormais détenir des personnes jusqu'à 5 ans sans procès. Encore une entreprise coûteuse, mais 5 ans ce n'est pas si long. Si ces personnes de 100% ne sont pas condamnées tant à de lourdes peines lors des prochains procès de masse, elles seront relâchées et rentreront chez elles. Mais cette fois, ils seront radicalisés, ils auront accès à des réseaux criminels et ils nourriront une rancune contre le gouvernement. Si les innocents de la rafle de Bukele peuvent être radicalisés en prison, imaginez ce qui pourrait arriver aux vrais membres de gangs. Ce sont des personnes qui sont entrées en prison avec des idéologies violentes et qui passent maintenant des années dans des conditions conçues par les méchus pour les humilier. Cela les a rendus furieux. Des responsables et ex-détenus ont confié à l'Associated Press que les membres de gangs sont animés d'une rage vengeresse. Un travailleur social qui a parlé anonymement à l'Associated Press a décrit cela comme une bombe à retardement. Maintenant, cela ne veut pas dire que cette bombe va forcément exploser un jour. Le gouvernement salvadorien pourrait générer assez de croissance en éliminant presque toute la criminalité pour financer indéfiniment cette détention massive. Nous ne disons pas que la seule issue soit une catastrophe. Ce que nous disons, c'est qu'il y a des compromis difficiles que le gouvernement ne semble pas reconnaître. Et même s'il y a une chance que tout se passe bien, il y a aussi une chance que les problèmes ne fassent que s'accumuler pour plus tard. Et ces problèmes ne se limitent pas seulement au Salvador. Si tout devait mal tourner, les pays voisins pourraient aussi en souffrir. Exporter une crise. Notre dernière bombe à retardement ne vise pas uniquement le Salvador, mais pourrait toucher toute l'Amérique centrale. D'après les interviews d'El Faro citées précédemment, 2 membres de gangs ont déclaré que le gouvernement de Nayib Bukele les avait aidés à fuir le pays pour échapper aux poursuites. D'autres rapports du même média et d'autres comme Inside Crime indiquent qu'ils ne sont pas les seuls. Ces chefs de gang fuyant vers des pays comme le Honduras, le Mexique et le Guatemala, où ils ont déjà établi des réseaux et utilisent vraisemblablement leur expérience et leurs contacts pour étendre leurs opérations, où ils pourraient simplement se faire discrets, comme ils l'ont fait par le passé, en attendant que la situation au Salvador redevienne favorable pour eux. Quoi qu'ils fassent, le fait qu'ils se trouvent dans des pays étrangers représente une régionalisation du problème des gangs au Salvador. Plutôt que de résoudre le problème, Bukele pourrait simplement l'avoir exporté vers des pays voisins qui manquent d'infrastructures, de volonté politique ou de ressources pour faire face à un afflux de membres de gangs expérimentés. Pour les nations confrontées à la criminalité, c'est l'un des pires scénarios. Et puis il y a des pays comme l'Équateur qui ont essayé de copier le modèle de Bukele. Malheureusement, ces nations ignorent qu'en copiant le modèle. Sans les éléments clés ayant permis le succès au Salvador, comme les accords secrets avec les gangs et la suspension des normes constitutionnelles, ils s'exposent aux mêmes risques que le Salvador actuellement. De plus, il y a le fait que les gangs locaux équatoriens sont beaucoup plus sophistiqués que leurs homologues salvadoriens. Ils sont financés et armés par les cartels mexicains, la mafia italienne et des groupes criminels. Comme prévu, le gouvernement équatorien a bien plus de difficultés à démanteler ces gangs que le Salvador n'en a jamais eu. Les tentatives de l'Équateur de reproduire le modèle Bukele sont devenues davantage un avertissement qu'une histoire à succès.
Après une baisse de 165% des homicides en 2024, la situation s'est inversée dramatiquement en 2025. Du 1er au 25 janvier, la police a recensé 658 meurtres, soit 56% de plus qu'à la même période en 2024. Cela signifie qu'en moyenne, une personne était tuée toutes les heures. Des chiffres similaires à ceux du Salvador avant le plan Bukele. Le système pénitentiaire, que le gouvernement avait militarisé pour le contrôler, est redevenu aussi meurtrier qu'avant la déclaration du conflit armé interne. Ces derniers mois, plusieurs émeutes en prison en Équateur ont causé des dizaines de morts et blessés. Ce qui se passe actuellement en Équateur donne un aperçu de ce qui pourrait arriver au Salvador. Si l'une des bombes à retardement que nous avons mentionnées venait à exploser, bien que la situation semble paisible pour l'instant, le Salvador pourrait encore connaître un retour à des niveaux de violence équatoriens. Et maintenant, écoutez, rien ne garantit que cela va arriver. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'administration de Bukele a fait beaucoup pour briser l'emprise des gangs sur le pays. Une organisation criminelle ne peut endurer qu'un certain point avant d'être détruite. Le point important, cependant, c'est que la possibilité d'un effondrement en cascade subsiste, qui entraînerait non seulement le Salvador, mais toute la région. Et plutôt que de faire semblant que tout ira toujours pour le mieux, le gouvernement Bukele devrait au moins se préparer à cette éventualité. Qu'il le fasse ou non, c'est une toute autre question. Merci de votre attention.